Peut-être. Ah ouais, ça y est. 1, 2. Nice. Hello? Yes. Test. It's wrong. Very wrong. Le prompteur. Vous avez tous un micro? Microphone. Il les les allume. Au fur et à mesure, il n'y a rien Ouais. touché, on touche rien. Ouais. No problem. Compte à rebours a commencé. Bright lights, negative. Exactement. Highlights. It's wrong. I'm sorry, but it's not the right one. No. Désolée, c'est pas la bonne diapositive. Is it going to be an English presentation or French English. one? English. English. Hello, ladies and gentlemen. Bonjour mesdames et messieurs, je suis très contente d'être ici aujourd'hui à Grenoble, donc c'est chez moi. Je suis très impressionnée que tellement de personnes sont venues pour ce masterclass. Donc je vais me présenter, Marie-Hélène Boissieu, PDG de stratégie marketing d'une entreprise que j'ai créée en 2006. Nous travaillons avec des stations de ski. J'aimerais remercier notre partenaire média, Mountain Leader, de permettre d'organiser ce masterclass. Donc on va parler de notre sujet d'aujourd'hui. Comment est-ce que l'environnement rentre dans la stratégie des destinations de montagne? Tout d'abord, j'aimerais juste commencer avec un chiffre, 2,7 degrés, plus 2,7 degrés C, selon la dernière évaluation de l'Observatoire Rhône-Alpin entre 1916 et 2020, observé dans toutes les régions par le GIEC, le groupe interministériel de changement de climat. Cet avertissement nous parle
neiges qui fond plutôt dans le printemps et la fonte de glaciers, ce qui modifie les débits saisonniers des rivières. Chacun d'entre vous, dans les stations de ski, voit cela tous les jours. D'ailleurs, la dimension environnementale se trouve au cœur des préoccupations de l'industrie de montagne. Comment est-ce que ces acteurs traitent ce défi? Quelle est leur approche? Quelles sont leurs actions en termes de responsabilité environnementale? Alors, je vais vous présenter à nos invités qui sont venus de partout dans le monde. Titi, Rick, est-ce que vous auriez la gentillesse de les applaudir? Merci. Thank you. So on my left, Donc à gauche, Titi Rodling, qui nous vient de la Suède, SLAO. Donc c'est une association de ski suédois. Donc bienvenue Titi. Rick Schmitz de NSAA, donc association américaine pour les domaines de ski. Bonjour Rick. Voilà, des applaudissements. Donc il y a un fan club dans la salle. Après, nous avons Pierre Voller, mayor of Les Ors. donc maire des Ors. Tout le monde connaît les Ors, je pense, n'est-ce pas? Tout le monde connaît les Ors. C'est la meilleure station de ski au monde. Il est également créateur et chef de Smart Altitude. Ensuite, nous avons Dominique Tillot, PDG de la Compagnie des Alpes, bien connue pour ses stations de ski La Plagne, les Arctignes, Val d'Isère, Méribel, les Menuires, Serre Chevalier et d'autres. Donc, ce qui rend la Compagnie des Alpes un des plus grands acteurs de montagne du monde. Donc, des applaudissements également pour Dominique. Donc, tout d'abord, nous allons commencer avec les enjeux environnementaux, avec des exemples concrets. J'aimerais commencer avec les dames, si vous voulez bien. Donc, merci Titi. Titi, vous êtes PDG d'une association de domaine de ski suédois. Vous avez étudié les communications stratégiques, le consultant en management et des événements méga sportifs. Donc, World Cup Sky, vous adorez la nature. Parlez-nous de votre association et qu'est-ce qui vous a motivé de définir une stratégie écologique. Merci. Notre organisation a 200 membres qui sont assez différents. Le but est d'être en sécurité et d'être attractif et de travailler avec l'éducation et de guider l'industrie. Pourquoi? C'était la deuxième question. Notre stratégie écologique, nous vivons grâce à la nature, dans la nature, donc nous avons cette grande responsabilité. La crise du climat, c'est pas pour demain, c'est aujourd'hui. Et donc on peut regarder ça de deux façons différentes. On peut s'adapter, il faut de nouvelles innovations, il y a beaucoup d'innovations dans le salon aujourd'hui, ou alors on réduit les émissions. La Suède a des ambitions très élevées. On veut être le premier État de providence pour être qui est sans énergie fossile. Nous avons quelques domaines en Suède où nous avons une feuille de route pour se libérer des carbones. Il n'y a qu'une zone lorsqu'il s'agit de touristes. Nous travaillons sur la durabilité sociale, nous travaillons sur la santé, sur le bien-être. Donc, ce sont des choses qui sont très importantes pour nous. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples concrets vis-à-vis d'actions écologiques que vous menez? Oui, nous avons une stratégie 2016, mais nous avons décidé de faire partie de l'action gouvernementale en 2016. Et les premières choses faites, nous avons travaillé sur la sensibilisation, nous avons travaillé sur l'éducation numérique pour tous les gens qui travaillent dans l'industrie.
nous avons travaillé sur l'eau, sur l'énergie, sur la gestion de la neige, comment économiser la neige, la durabilité. Et nous sommes fiers de dire que nous avons 3000 personnes employées dans les stations en Suède qui ont participé à cette formation, donc c'est-à-dire 20% du personnel. Et il y a autre chose, il faut mesurer, il faut rendre compte, et c'est ce que nous faisons, c'est-à-dire on regarde le nombre de litres de diesel, on regarde la quantité d'électricité utilisée, parce que nous devons mener des changements dans ce domaine également. Rick, est-ce que vous pourriez nous faire une petite présentation de la NSA? D'où est-ce que vous venez exactement? Et qu'est-ce qui vous a motivé de définir une stratégie écologique? Oui. Donc voilà de belles photos. Vous êtes venu avec de belles photos. Oui. Voilà. Donc j'ai 2 casquettes. Je suis propriétaire et exploitant de 3 petits domaines skiables dans le Wisconsin, aux États-Unis. Il s'agit de petites stations qui sont connectées aux stations plus grandes. Donc c'est quelque chose que je fais alors, et je fais partie de l'association nationale pour les États-Unis. Pour les domaines skiables, la NSA a plusieurs programmes pour promouvoir une attitude environnementale. On a le programme Sustainable Slopes, c'est un programme de promesses. Les membres peuvent en faire partie, peuvent être membres. C'est une promesse climatique. On promet de faire fonctionner les stations de manière différente. Et nous avons le défi climatique aussi, qui est entraîné par les mesures. On utilise une entreprise externe qui récupère toutes les données, qui regarde toutes les émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est ça l'approche de la NSA. L'association entraîne et pousse à la motivation pour nous aux États-Unis. La motivation pour nous, c'est interne. C'est pas vraiment entraîné par le gouvernement. Il y a des réglementations gouvernementales, il y a des restrictions, mais qui diffèrent entre régions et entre États. Donc pour nous, en tant qu'industrie, nous essayons d'être sur les devants parce que l'industrie est fortement impactée par le changement de climat. Donc, juste pour parler d'un exemple spécifique, nous sommes des stations petites, nous n'avons pas le budget en termes de capital et de dépenses comme les grosses stations. Donc, il faut qu'on trouve des projets qui font sens financièrement et qui font du bien à l'environnement également. Donc, ce qui est important pour nous, c'est la fabrication de la neige. Donc, nous avons de la neige naturelle, mais nous faisons pratiquement 100% de notre neige. Lorsque j'ai acheté les stations, il y avait vraiment des canons à neige qui n'étaient pas efficaces du tout. Et c'est le cas de beaucoup de stations à travers le monde, à mon avis. Nous nous sommes rendus compte très vite que c'était bon pour l'environnement, mais c'était bon pour l'activité. Donc cela est devenu au cœur de ce que nous faisions. Maintenant, nous sommes plus durables d'un point de vue écologique, mais aussi d'un point de vue économique. On peut garantir de la neige, la saison est plus longue, on peut survivre à ces variations climatiques. Donc, on n'a pas tout fait ensemble en même temps. Nous sommes petits, donc on l'a fait phase par phase. Donc, toutes les dépenses ont été principalement sur la fabrication de la neige. Donc, on a dépensé 75% de notre budget sur les améliorations de fabrication de neige. Donc, 2 millions de dollars au cours des 12 dernières années, je dirais. Et cela a changé nos stations. Donc, les choses sont meilleures pour l'avenir et on utilise moins d'énergie parce que les canons à neige qu'on utilisait étaient vraiment inefficaces. Merci beaucoup, Rick. J'aimerais maintenant passer la parole à Pierre. Pierre, vous êtes le maire des Ors, président de la communauté de communes du lac de Serponçon, et vous êtes également chef du programme européen Smart Attitude qui a démarré il y a 11 ans, et avec le programme Alpstar,
pour les ors, pardon. Donc pour vous, le chauffement de la planète n'est pas nouveau. Est-ce que vous pouvez nous parler du programme? Oui, avec Smart Altitude, nous avons continué le travail démarré grâce au programme européen Alpstar en liaison avec nos partenaires et les 3 autres sites pilotes en Italie, Madonna di Campiglio, en Suisse, Verbier, et la Slovénie, Karlovac. Nous avons décidé d'étendre le périmètre pour aller au-delà des stations, l'exploitation des remontées, pour prendre en compte d'autres aspects liés à la transition. En particulier, nous avons travaillé avec notre partenaire EDF sur la réglementation énergétique d'un logement collectif, ECPA en français, et nous avons déployé un syndicat avec des exploitants de réseau, APIC, donc qui se trouve ici aujourd'hui. Donc nous avons focalisé sur des solutions bas coût. Nous avons travaillé avec l'Internet des choses, le contrôle de CO2 dans des salles de réunion, des salles de classe, etc. Avec APIC et Veolia, nous avons mis en œuvre la mesure et le contrôle. Avec Schneider, nous avons mis en œuvre la supervision d'éclairage public permettant une réduction de 50% de consommation électrique sans affecter le confort et la sécurité des résidents. Les OR est également très actif en termes de mobilité avec la mise en œuvre de XL, de navettes XL qui permettent une réduction de 90% de réduction de CO2. Nous travaillons également avec l'autorité de distribution électrique. Nous avons focalisé sur les points de charge de véhicules électriques pour permettre des projets multimodaux et pour permettre plusieurs projets concernant les remontées mécaniques dans le domaine. Il y a l'énergie bois également, le remplacement de vieilles chaudières avec des chaudières à base de granules de bois, 300 tonnes utilisées par an. Les OR voulaient également bâtir des partenariats avec des PME et des associations intermunicipales comme Simsio 5. Tous ces efforts de développement ont contribué au renforcement du tissu de ce secteur montagnard, tout en essayant de réduire l'empreinte écologique de nos infrastructures. Enfin, la station est engagée avec sa communauté de communes à une approche de transition écologique qui prend en compte la gestion d'énergie, de l'eau, de déchets, de mobilité et l'économie circulaire. Nous devons étendre le périmètre et dépasser la limite de la station parce que, avec tous ces thèmes, l'énergie, l'eau, les déchets, la mobilité sont des thèmes transversaux et nous devons les développer dans le cadre de nouveaux projets d'altitude qui démarrent. Merci. Donc, je vais poser d'autres questions tout à l'heure. Donc, Dominique Thillot, vous avez passé 10 ans dans des postes de responsable. Vous avez été directeur général pour le groupe SNCF. Vous avez passé 10 ans en tant que président des comités exécutifs du groupe Côte d'Azur. En juin 2021, vous avez été nommé directeur général de la Compagnie des Alpes qui couvre plus de 10 stations. Vous avez compris les enjeux environnementaux puisque votre site web dit que vous avez 2 ambitions pour chacun de vos sites. Créer une préférence pour les sites CDA et limiter l'impact sur l'environnement et d'atteindre net zéro en termes d'émissions carboniques. Qu'est-ce qui est en jeu? Bonjour à tous. Oui, en fait, cela ne fait pas partie d'une stratégie. Il y a 2 demandes sociétales, 2 exigences sociétaux. D'un côté,
santé, il y a la sécurité au travail. Ce n'est pas le sujet de notre discussion aujourd'hui. Et deuxièmement, il faut arriver à ce chiffre net zéro en termes d'émissions de carbone avant 2030. Donc, ce n'est pas une question d'être chef. Il s'agit d'une responsabilité individuelle et collective. Et donc, après, il y a la stratégie. La stratégie, c'est tout à fait autre chose. Nous avons décidé de mettre en œuvre un nouvel objectif pour 2030. C'était l'année dernière. Donc, nous sommes en train de tester beaucoup de choses différentes. Et parfois, ça marche, parfois, ça ne marche pas. Donc, on ne va pas parler des échecs, mais parfois, les choses fonctionnent et on focalise sur ces choses-là. Donc, on a décidé, vous allez lire dans la presse, nous avons décidé de nous débarrasser de toutes les énergies fossiles pour nos ratraques. C'est quelque chose qu'on fait aujourd'hui. On migre de tout ce qui est gasoil, diesel, à une utilisation à base d'huile végétale. Donc, il n'y a pas d'huile de palme, hein, je vous le dis tout de suite. Et donc, il s'agit d'une deuxième vie donnée à ces huiles végétales. Donc, dès aujourd'hui et pour la saison hivernale à venir, il n'y aura plus d'énergie fossile utilisée pour faire fonctionner nos ratraques. Donc, en ce qui concerne les émissions carboniques, donc là, on vise une réduction de 65% en termes d'émissions de particules. C'est un premier pas, c'est un grand pas, mais en fait, c'est un premier pas. Donc, on vise net zéro carbone. Donc, on va probablement essayer les deux solutions. Et puis, il y a CM Dupont également, qui est à 100%, qui a des ratraques à 100% électriques. C'est quelque chose que vous allez pouvoir voir ici au salon. Donc, nous allons tester l'hiver prochain une solution à 50% électrique avec un petit peu de H2O. On va tester ces solutions dans des conditions réelles et après on va décider, on va choisir. Donc il y a des zones où on a des ratraques à 100% électriques, on va voir si ça fonctionne. Peut-être qu'il faudrait un petit peu plus de temps avant de l'adopter en tant que solution. Nous occuper de transport pour Tignes et Val d'Isère, des stations formidables, et nous avons décidé que pour la première opération, qu'il fallait passer à l'électricité. Cela fonctionne très bien et a priori, on n'a pas besoin de passer à autre chose. Donc c'est faisable, donc la technologie existe déjà, cela coûte. Il n'y a pas de rentabilité immédiate, on va dire, mais on peut regarder ça sur un tableau Excel, mais c'est quelque chose qui va être reporté. La rentabilité va être reportée en tant qu'acteur long terme. Il faut se dire qu'il y a une valeur très élevée vis-à-vis de cette rentabilité reportée. Donc la rentabilité, il faut le prendre en compte au côté, en même temps que la réduction de l'empreinte carbone. Vous avez expliqué tout à l'heure que vous avez signé un partenariat avec l'Office national des forêts. Est-ce que vous pouvez nous parler de cela, s'il vous plaît? Alors, l'essentiel, c'est de réduire. Et après, pour le dernier pourcentage, il faut arriver à ce zéro net carbone. Et là, on parle de séquestration locale d'émissions résiduelles de CO2. C'est faisable, donc on a passé beaucoup de temps avec l'Office national des forêts pour créer les conditions pour pouvoir orchestrer cette séquestration. Ça, c'est pour les deux premières phases. Pour la troisième phase, on essaie d'y contribuer. On
a établi un service ferroviaire entre Londres et les stations de la Tarentaise. On espère qu'on va pouvoir agrandir l'empreinte pour la troisième phase dans les mois à venir. Mais voilà, on se focalise sur les phases 1 et phase 2, donc c'est-à-dire le travail sur l'empreinte carbone. Et en même temps, on essaie de collaborer avec différents partenaires pour pouvoir avoir un impact positif lors de la troisième phase. Merci Dominique. Alors, chacun d'entre vous, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est l'action dont vous êtes fiers? Titi. Oui. Oui, nous sommes fiers de notre adoption des biocarburants et nous avons réduit nos émissions de 50%. Nous avons aujourd'hui des véhicules électriques dans les stations de ski. Et enfin, ce sont des choses qui arrivent. Et en ce qui concerne la communication, donc nous ne sommes pas très doués pour la communication. Vous êtes meilleurs en Amérique du Nord lorsque vous racontez une histoire. C'est très important de raconter des histoires positives parce que les gens lisent les médias et lisent des revues négatives. Donc, si vous posez la question à un Suédois, est-ce que les émissions augmentent ou est-ce qu'elles sont réduites? Les gens ils vont répondre non, en fait, ça augmente. Mais en fait, ce n'est pas vrai. Les émissions ont été réduites. Merci Titi. Rick, de quelle action êtes-vous fier? Donc, il y a deux parties à ma réponse. Au premier niveau, je suis très fière du travail effectué par nos équipes avec les améliorations vis-à-vis de la fabrication de neige et aussi, nous sommes en train de rénover nos éclairages. Nous avons des domaines de ski nocturnes. Nous sommes en train de convertir tout l'éclairage à un éclairage LED. Cela va réduire notre consommation énergétique de 50%. Et donc là, le retour sur un investissement est très court. Donc, c'est ça à ce niveau-là. Au niveau SNEA, je suis très fière de l'organisation dans son ensemble, le travail fait, et puis la communication à tous nos membres est très importante. C'est important de parler de la durabilité, c'est important de parler des programmes, et c'est important de reconnaître le travail effectué par les stations. Donc nous avons eu des prix de durabilité pour des membres qui travaillent vraiment de manière exceptionnelle, et il y a également un programme de subvention. Donc, ce sont des incitations financières pour des personnes pour des stations qui font des améliorations. Merci, Eric. Pierre, vous êtes Pierre de quoi? Alors, pour la gestion de l'énergie, nous avons réduit la consommation de 20%. Ça c'est pour l'énergie électrique. 25% pour le coût et 100 tonnes de CO2 en termes de réduction. Nous sommes en train de construire une station hydroélectrique. Donc, nous allons produire 4 gigawatts tous les ans. Après, on vise 10 gigawatts dans les 5 années à venir pour la consommation de la station, donc qui sera de 8 gigawatts-heure. Donc, nous allons produire plus que nous consommons. Donc, en termes de chiffre d'affaires, oui, on va parler tout à l'heure de l'impact sur l'écosystème. D'accord. Nous avons doublé donc le chiffre d'affaires. Nous allons en parler tout à l'heure. Dominique, quelle est l'action dont vous êtes fier? En fait, il ne s'agit pas de technologie. Je suis très fière de l'intelligence collective et la conscience partagée de mes équipes. Il s'agit d'une responsabilité collective, mais également une responsabilité individuelle. Et le fait que chaque personne
au sein de notre organisation. Chaque personne, donc voilà, est impliquée. Donc les autorités locales, par exemple, en sont conscientes. Donc c'est très facile lorsque, au niveau individuel et au niveau collectif, tout le monde est aligné. Et donc nous allons réussir pour certaines choses, échouer pour d'autres choses, mais nous allons continuer à essayer. Et c'est ça l'esprit que nous partageons avec les collectivités locales. Et c'est ça la clé de la réussite. Ce n'est pas une question de technologie, il s'agit de volonté de faire. Merci, oui, il faut continuer d'essayer, oui, vous pouvez applaudir. So let's move to the... Alors, nous allons passer à la deuxième partie, donc l'impact sur l'écosystème et les KPI, je pense qu'elle a dit. I would like to turn to... Donc, je me retourne vers Titi. Titi, comment est-ce que vous communiquez sur ce sujet avec vos clients et vos partenaires et l'écosystème? Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous ne sommes pas très doués pour la communication. On s'améliore. Donc, il y a ce rapport sur le climat que nous rédigeons. Donc, c'est ça qui va nous aider un petit peu parce que nous allons pouvoir faire des comparaisons avec d'autres endroits. Nous avons des chiffres, des faits, des informations concrètes, mais on a peur de communiquer. En fait, on a peur qu'on dise qu'on fasse du greenwashing. Donc, on ne communique pas parce qu'on se dit il y a des choses encore à améliorer dans certains domaines. Mais c'est important pour nous. Donc, lors de la première phase, on s'est concentré sur les pistes, les remontées mécaniques, mais nous savons que 80% des émissions proviennent de déplacements des visiteurs. Donc, il faut continuer à travailler là-dessus, il faut travailler sur le comportement des gens. J'aimerais également parler d'autres choses. Donc, on a parlé d'énergie renouvelable. C'est quelque chose dont nous sommes fiers. Nous avons beaucoup de vent, beaucoup d'eau. Donc, déjà, on est à 100%. Les stations fonctionnent à 100% grâce aux énergies renouvelables basées sur l'eau et le vent. Et les impacts, est-ce que vous pouvez parler d'impact? Désolée, la question n'est pas claire. Oui. Pour l'instant, c'est la forêt. On a besoin de la forêt, pourquoi? Pour les biocarburants, pour les maisons. Mais est-ce qu'on a toujours besoin de cette forêt? Est-ce qu'on a besoin de cultiver cette forêt? Ça, c'est une chose qui est importante. Et on a besoin de beaucoup de biocarburants. Nous avons besoin de batteries. Donc, on a besoin de minéraux. Nous avons besoin de mines. Donc, c'est une bataille à grande échelle, bien sûr. Mais je pense que la sensibilisation est bonne. Je pense que les gens veulent prendre des actions et on voudrait les aider. Ça, c'est notre objectif, d'aider toutes les stations de ski à déployer de bonnes actions ensemble dans ce domaine. Merci Titi. Rick, qu'est-ce qu'on peut dire de l'impact sur vos écosystèmes? Vous avez dit tout à l'heure que vous avez fait beaucoup d'économies. Oui. Pour moi, une des choses les plus importantes, une bonne action écologique, c'est qu'il faut quand même qu'il y ait un retour sur l'investissement de quelque sorte, parce que sinon, ça ne va pas changer. Pas toutes les entreprises peuvent se permettre de dépenser beaucoup plus pour adopter des alternatives écologiques. Donc pour nous, on regarde tous les projets et on veut toujours prendre une approche durable s'il y a une option plus durable, mais il faut que ce soit un retour sur investissement plus court. Si ça va coûter 5 fois plus cher, ça ne sera peut-être pas économiquement faisable. Donc, pour nous, ça veut dire beaucoup s'il y a un retour rapide. Et ça arrivera grâce à l'innovation et à
à la technologie. Donc la technologie et l'innovation qu'on a vue dans la culture de neige depuis quelques années a vraiment rendu ces systèmes de culture tellement plus efficaces. Je n'ai pas vraiment les chiffres, mais je crois à peu près 60% de notre utilisation d'énergie est due à la neige de culture. Et lorsqu'on peut faire de la neige de culture 3 fois plus vite qu'auparavant, ça va faire des économies d'énergie énormes pour nous. Pierre, de toutes ces stratégies écologiques, est-ce que donc ils ont un impact sur le chiffre d'affaires, mais également sur tout l'écosystème dans la vallée? Est-ce que vous pouvez nous en parler davantage? Oui, les Ors, c'est une des stations principales des Alpes du Sud en France, mais nous avons des expositions dans la vallée et c'est difficile d'envisager la durabilité de ce modèle de ski jusqu'en 2050. Aujourd'hui, la couverture des pistes, c'est 54% et on va monter à 70% en neige de culture. Et nous devons développer nos modèles pour être plus durables et avoir une montagne plus réussie. Donc, du coup, nous diversifions toute la gamme. Nous proposons en particulier pour l'été, pour l'attractivité de l'été. Nous travaillons là-dessus et pour les deux, à la fin de saison et le début de saison. Et nous avons doublé notre chiffre d'affaires en été depuis 5 ans. Avec des nouvelles activités mises en place, il y a un énorme succès avec un pass. On peut mettre toutes les activités sur le pass pour 39 € par semaine. Et donc, chacun peut prendre les remontées mécaniques jusqu'en haut de la montagne et faire de la randonnée. Donc, nous avons doublé cette activité grâce à ce pass. Et ça, c'est très important pour nous. On doit accélérer également les activités sportives et de loisirs autres que le ski. Aujourd'hui, le modèle est basé sur la station de ski. Nous avons doublé le chiffre d'affaires, mais aujourd'hui, 90% tournent autour du ski et de la neige. Donc, il faudra accélérer cette diversification. Nous avons des projets d'utiliser des nouvelles technologies, la réalité virtuelle aussi, pour vérifier les autres sports pour nos clients. Il faut que les clients deviennent clients de ces nouvelles activités. Bon, c'est sympa. Donc, des activités multisaisons. Très bien. Dominique, vous avez inventé 160 millions d'euros depuis 2 ans pour rendre la vie plus facile pour l'écosystème du ski. Quels sont les impacts que vous avez observés parmi vos clients par rapport à votre stratégie écologique? Il ne s'agit pas de communication, il s'agit des résultats, des évidences. Nous avons mis en place l'objectif, nous avons travaillé, on a testé des scénarios, on a testé beaucoup de choses. Il y a beaucoup de technologies, d'idées, de nouvelles idées, mais au final, c'est notre boulot de choisir la bonne technologie pour atteindre l'objectif. Maintenant, il faut des résultats vérifiables et vérifiables de façon indépendante. Nous ne voulons pas être piégés dans une communication de greenwashing. Il faut des résultats et des preuves. Et tout le reste, c'est la communication et ça ne nous intéresse pas. Lorsque vous avez des résultats, vous pouvez montrer à vos clients que vous avez des résultats réels. Et il s'agit de chasser gramme, par jour skieur, des économies. Donc, j'ai parlé de l'ersatz au diesel, le substitut de diesel. Nous savons, et ça sera prouvé, que ça sera moins 72%. Donc nous le savons, nous pouvons mettre un chiffre qui peut être vérifié de façon indépendante. Mais cette valeur ajoutée n'est pas suffisante, ce n'est pas assez rapide.
Mais je l'ai dit, il y a 10% restants et il faut se battre pour ces 10% restants. Mais la question importante, c'est qu'on a fait un premier pas, mais c'est juste un premier pas. Il y a encore beaucoup de domaines où on peut encore améliorer. Il faut toujours chasser, gramme par gramme, nos résultats. Et c'est une responsabilité collective et individuelle. On va publier sur notre site web à la fin de l'année la tendance pour les 10 années à venir, avec exactement ce que nous voulons faire. Et encore une fois, gramme par gramme, seul le résultat importe. Si j'ai bien compris, pas de communication, mais des preuves. Merci. Passons à la troisième partie. Après ces magnifiques images, les messages clés. Titi, pensez-vous que vous avez renforcé votre légitimité comme acteur dans la gestion et le développement de votre station grâce à votre stratégie? J'espère en tout cas que nous allons le faire. C'est peut-être un peu trop tôt pour le dire. Nous avons besoin effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous, il faut des faits, il faut des chiffres pour pouvoir montrer exactement ce que nous faisons. Ça, c'est important. Et si je veux transmettre un message clé à tous, je suis d'accord avec vous. C'est une action collective, ne pas avoir uniquement des actions isolées. Il faut travailler avec les politiques, avec les propriétaires des entreprises et avec des individus. C'est pas un tango, c'est vraiment une danse folklorique où on doit tous danser ensemble. C'est ça qu'il faut. Et les clients nous le demandent. Les clients veulent une chaîne de valeur écologique. Et si nous aidons la nature va nous aider. Vous avez des superbes exemples ici en France, lorsque vous avez essayé d'aider les glaciers en rajoutant de la neige supplémentaire et en compactant la neige avec vos dameuses pour que le glacier ne fonde pas aussi vite. Ça aide la nature et ça va nous aider tous. Avez-vous confiance dans l'avenir pour les 5 prochaines années? Oui, pour les années proches, oui. Mais il faut travailler dur, tous et rapidement. Très rapidement, oui. Quel type de message voulez-vous que Rick, quel type de message voulez-vous que le public retienne? Eh bien, pour répéter ce que j'avais déjà dit, peut-être lorsque les gens réfléchissent à la durabilité et le ski en général, les gens pensent toujours aux plus grandes stations très célèbres. Ces stations sont des leaders et elles font un travail incroyable pour la plupart d'être très écologiques. Mais pour que le changement véritable se produise, il faut que ça se produise à travers toute l'industrie. Et même pour des petites stations comme les miennes que je gère et qui m'appartiennent, moi, je n'ai pas un budget de capital de 100 millions de dollars. Et donc, il faut que ce soit logique financièrement et il faut que cela soit boosté par l'innovation et par des projets qui, bon, même si ça nous coûte un peu plus, mais bon, il faut peut-être 6 ans de retour sur investissement au lieu de 5. Pas de problème. Mais si c'est 30 ans de retour sur investissement, ça ne va pas être un modèle durable pour nous. Donc, je pense que pour que le changement réel se produise, cela sera à travers tous les fournisseurs incroyables qu'on voit dans ce hall qui vont faire vraiment des changements qui vont impacter notre industrie pour l'avenir. Pierre, quel type de message voulez-vous que le public retienne? Eh bien, le défi d'obtenir une neutralité carbone en 2050 est un défi énorme. Et nous ne pouvons atteindre ces résultats qu'avec une collaboration transversale. Il est très important de collaborer entre la commune, la communauté de communes, les industriels, les chercheurs, toutes sortes de parties prenantes. Nous l'avons fait dans notre projet européen dont je vous ai parlé, qui s'appelait Smart Altitude, mais aussi avec le forum Okova. Mon frère pour Okova
travaille là-dessus depuis 18 ans. Et donc, la collaboration, la construction d'outils, la boîte à outils pour échanger des informations, ensemble, nous pourrons atteindre ce défi pour la neutralité carbone en 2050. Je suis vice-président de l'Association nationale des maires de stations de montagne et nous avons quelques prix à donner à 4 communes aujourd'hui qui ont réalisé des projets avec le biocarburant, avec les biodéchets. Tous les sujets sont importants et nous pouvons y travailler ensemble. Nous restons ouverts. N'hésitez pas à nous contacter, peut-être demain, avec la Suède, les États-Unis et la France. Donc, travaillez ensemble. Merci. Dominique, quel type de message voulez-vous que les spectateurs retiennent? Eh bien, il y a une urgence, c'est clair. Nous le savons tous, nous en sommes tous convaincus, spécifiquement pour notre industrie. Donc, la question est très simple. Sommes-nous d'accord pour sacrifier un petit peu de nos profits pour relever ce défi et pour faire face à cette urgence? La réponse est oui ou non. Moi, j'ai de la chance parce que mes équipes, mes autorités de tutelle m'ont dit oui, nous devons le faire. Et encore une fois, ça ne viendra pas d'un tableur Excel, mais au final, il y a une responsabilité morale, individuelle et collective de le faire. Nous devons le faire et nous aurons besoin d'accepter un petit peu d'impact sur le moyen terme et le long terme, notre rentabilité à moyen terme et à long terme pour améliorer la rentabilité pour la prochaine génération et même pour maintenir l'existence de notre industrie. Merci. Il nous reste 1 minute. J'aimerais poser une question. 3 mots-clés à retenir de cette masterclass. 3 mots-clés. Ensemble, rapide et action. Est-ce que je peux faire la même chose que Titi? Moi, j'aime bien ces 3 mots. Ensemble, c'est très important. C'est un message excellent. Collaboration, résultat, la nature et le respect humain. Sensibilisation, résultat, 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 résultat. Merci à tous et je vous demande de les applaudir. Rick a un super fan club ici. Non, il n'y a pas de concurrence entre les fan clubs. Nous n'avons pas touché à tous les sujets et toutes les questions écologiques aujourd'hui, mais c'est une façon de stimuler l'intérêt et de focaliser sur l'avenir. Mesdames et messieurs, j'aimerais vous remercier de votre participation à ce masterclass et j'aimerais vous remercier de votre attention. Veuillez bien vouloir applaudir encore nos intervenants qui viennent de partout dans le monde. Titi, Rick, Pierre et Dominique, suivez-moi au stand VIP. Et moi, je vous dis au revoir. Et n'oubliez pas, demain après-midi à 14 h, il y a une autre réunion pour recruter de nouveaux clients dans les montagnes avec mon collègue. Donc, profitez de Mountain Planet. C'est vraiment the place to be à Grenoble. C'est Alpexpo. Merci.